Merci beaucoup. Donc là, on m'a demandé les conséquences des antibiothérapies itératives chez chez les personnes avec handicap neurologique, ce qui n'est pas évident. Donc effectivement, on est dans la situation où on a d'un côté... Oui, vous voulez que je sois collé au truc. Ma voix ne porte pas assez, d'accord. Et donc, donc, on est devant deux situations. La première situation, c'est l'infection urinaire récidivante. Ça, c'est le domaine d'Aurélien. Et la deuxième, c'est quand même l'infection respiratoire, notamment chez le patient trachéotomisé ou le patient qui a des troubles d'inhalation. Et donc, j'ai essayé de réfléchir autour de ces deux questions et je vais me focaliser sur essentiellement les conséquences écologiques. Donc, le premier, c'est voilà les questions auxquelles je vais essayer de répondre. Ce que nous croyons savoir, parce que je pense qu'il faut qu'on reste modeste. La pratique, je vais vous montrer que la pratique nous suggère que c'est bien plus compliqué que ce que nous croyons savoir. Et je vais essayer de reprendre un peu les données de la littérature. Et ça, c'est premier chapitre, écologique. Et deuxième chapitre, c'est finalement le caractère itératif. Qu'est-ce que ça amène? Alors, comme d'habitude, j'essaie de simplifier les choses parce que comme je fais de la prévention du risque infectieux, j'essaie de rendre les choses simplifiées. Donc, quand vous soumettez une niche écologique à un antibiotique donné, eh ben, il va se passer plusieurs choses. Soit l'émergence d'une bactérie qui est naturellement résistante à l'antibiotique donné, soit une mutation à cet antibiotique, soit éventuellement l'acquisition d'une bactérie venant de l'environnement, que ce soit d'un patient ou de l'environnement propre, qui est, elle, résistante aussi à cet antibiotique-là. Et probablement que le risque est lié à plusieurs facteurs. La classe de l'antibiotique, et je pense qu'on va en parler, le couple antibiotique espèce bactérienne, et si vous voulez, on en parlera au niveau des questions. Et puis, depuis 1952, on sait que les antibiotiques qui ont une activité anti-anaérobie ont des conséquences microbiologiques, puisque dans les premiers papiers de 52, on montrait que finalement, les anaérobies étaient un peu les protecteurs contre les agents pathogènes, et c'était des papiers autour des infections à salmonella. Mais il y a un autre facteur qui fait que les antibiotiques vont avoir un effet ou pas, c'est la survie de la bactérie au niveau de la niche écologique, cette bactérie qui a acquis un mécanisme de résistance, soit par le maintien d'une pression de sélection antibiotique, soit parce que le coût énergétique de la bactérie, de la résistance est faible et donc elle continue à se multiplier et à se transmettre, soit l'espèce microbienne elle-même a certaines caractéristiques. Alors, comme toujours, il faut toujours écouter les anciens, et je fais partie des gens qui n'oublient pas ce que les anciens nous ont appris, et ça c'est un travail de monsieur Duval des années 1980, dans lequel, sur un modèle de souris, il s'est posé la question comment pouvait être transmis un mécanisme de résistance exogène vers une bactérie du tube digestif de la souris. Et donc, il a matérialisé ici un Escherichia coli qui aurait acquis ou pas, ici, le mécanisme de résistance. Ici, il a matérialisé l'Escherichia coli qui est sensible. Et voilà la manipulation qu'il a fait. Il a fait inoculer, donc une ingestion, en fait, de Serratia liquefaciens, peu importe, mais qui est porteuse d'une résistance aux antibiotiques portée par un plasmide, à 3 reprises. Donc, c'est important, ça. Et puis, on va voir dans quelles conditions ce mécanisme de résistance qui est représenté par cette bactérie-là va être transmis à la bactérie du tube digestif de la souris qui est ici, qui va être matérialisée ici. Alors, deux choses importantes, vous prenez une bactérie qui n'est pas dans votre tube digestif, elle est résistante ou pas, vous en prenez une bonne quantité, ici c'est 10 exposant 8, peu importe, vous avez un pic et puis vous allez éliminer, on n'aime pas les étrangers, on les vire. Et en fait, pour que ça s'installe, il faut faire boire à la petite souris un petit peu d'eau avec un antibiotique pour lequel la bactérie est résistante. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle va augmenter en termes de concentration et à un moment donné, il va se passer un transfert et on va avoir une diminution de la bactérie, qui est naturellement sensible, une diminution, et elle va être remplacée par la bactérie résistante, c'est-à-dire c'est cette même bactérie mais qui a acquis le mécanisme de résistance. Et je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais il y a une autre possibilité, il y a la possibilité d'une bactérie dont on n'est pas porteur dans le tube digestif. Et je reviens sur mon Pseudomonas aeruginosa, dont moins de 5% de la population est porteuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus actuellement, mais on a pris
4 externes en médecine, donc c'est 1969, on leur a fait boire du lait avec une quantité croissante de Pseudomonas aeruginosa, ce que tout le monde fait en buvant de l'eau tous les jours, et on a regardé est-ce qu'il y avait une excrétion dans les selles, à partir de quand, pendant combien de temps, et la concentration qu'on pouvait avoir. Et il y a un malheureux ici qui est l'externe A. C'est un externe à qui on donne à un moment donné un antibiotique. En l'occurrence ici c'est du Bactrim, et ça tombe très bien parce que je pense aux infections urinaires. Et quand on commence à lui donner du Bactrim, il commence à excréter au bout de 24 heures, pendant 14 jours, et une quantité importante. D'où le rôle finalement des antibiotiques, l'un dans le transfert de la résistance et le deuxième dans l'acquisition. Une fois qu'on a dit ça, la question est finalement comment on peut réagir. Alors il y a longtemps de ça, on s'est posé la question, pas de nous seulement, donc nous on est ici, et les Américains sont là, pardon, c'est difficile la modernité, et donc les Américains sont là, et on s'est posé la question, on a posé la question à un groupe d'infectiologues, d'hygiénistes, de réanimateurs, de microbiologistes, comment vous classez l'effet écologique des antibiotiques en fonction de votre pratique et de vos connaissances. Et tout le monde est assez d'accord sur la classification. Donc voilà, il y a des antibiotiques qui auraient moins d'effet que d'autres. On va rediscuter de cela. Les pires, ce sont les carbapénèmes. Et puis, il y a eu un tout petit peu de discussion autour de certains antibiotiques comme la tazocilline, peu importe. Ce qui est important et qui était très marrant dans ce travail-là que nous avions mené avec Emmanuel Weiss, c'est qu'il y avait des divergences entre les cliniciens et les microbiologistes. Les microbiologistes avaient plutôt une approche purement écologique, c'est-à-dire que fait l'antibiotique dans le tube digestif. Les cliniciens avaient plutôt une approche de spectre. Quel est le spectre d'activité de l'antibiotique? Et si je vous dis cela, c'est pour vous apporter quelques éléments un peu plus tard. Et très bientôt, je l'espère, Benoît Piluis, qui est un infectiologue de Saint-Joseph, va publier son travail qui s'appelle Mérimi, qui consiste à comparer le méropenem à l'imipenem dans le tube digestif des patients, et qui est issu de cette expérience pratique où il a regardé des patients, le tube digestif de patients, qui recevaient différents types d'antibiotiques, et les deux qui nous intéressent sont ici, l'imipenem et le méropenem, et qui a regardé sur les prélèvements de selles avant antibiotiques et après quelques jours d'antibiotiques, qu'est-ce qui se passait en pratique. Donc ça, c'est au laboratoire, tout simplement. Et vous voyez que pour cette classe antibiotique ici, qui sont les carbapénèmes, il y a une vraie différence entre l'imipenem et le méropenem. Il semblerait que l'imipenem n'ait pas tellement de conséquences sur le tube digestif. Ce que nous avons après le début de la prescription est équivalent à ce que nous avons avant, que ce soit en termes de diversité, c'est-à-dire divers types de bactéries, mais que ce soit aussi en termes de quantité, ça n'a pas l'air d'être très très différent. Alors que la même classe antibiotique ici, et là, elle a des conséquences tout à fait différentes. Vous voyez que là, on est totalement appauvri et on n'a plus que quelques espèces différentes qui sont matérialisées par des couleurs ici. Voilà, une fois qu'on a dit ça, finalement, c'est quoi le problème des antibiotiques? C'est toute la difficulté de la question, et je pense que c'est pour cela qu'Aurélien m'a dit, c'est pour toi. Et donc la première, c'est, certainement, il y a la classe antibiotique, et la classe antibiotique, on pourrait la définir d'abord par sa biodisponibilité, parce que pour que le tube digestif, il y ait des conséquences écologiques, c'est qu'il faut qu'il rencontre, entre guillemets, l'ennemi. La deuxième, peut-être son activité anaérobie par respect pour les anciens, et vous verrez que c'est vrai. Certainement par le type de résistance, et je n'en parlerai pas beaucoup, mais si vous voulez, je répondrai aux questions après. Et puis, il y a peut-être les modalités d'administration, c'est-à-dire que peut-être que si vous administrez de façon continue un antibiotique et qui se retrouve en concentration continue au niveau d'une niche écologique, c'est pas la même chose que si vous faites des pics avec des concentrations plus importantes. Et puis, il y a quelque chose devant lequel on est totalement inégaux, c'est la composition de notre microbiote. On peut donner un même antibiotique à deux personnes différentes, les conséquences ne seront pas les mêmes. Et ça, c'est des vieux papiers de 1989 de l'équipe d'Antoine Andremont qui montraient bien que pour la rocéphine, on se comportait même pas de la même façon. Une fois qu'on a dit ça, c'est très gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le tube digestif, c'est un organe en tant que tel, et dans lequel les espèces microbiennes se battent entre elles pour récupérer des nutriments. Et chaque fois que vous allez virer une espèce ou un phyla ou un groupe, il va se remplacer par un autre, et que la nature a horreur du vide. Alors, quelques exemples pour vous montrer la difficulté de la question.
Là, par exemple, c'est un modèle de souris dans lequel on essaye d'instaurer un Escherichia coli producteur de BLSE et on va tester plusieurs antibiotiques. Et ce qui est matérialisé ici, c'est la concentration de la BLSE. Ici, vous avez le temps et ici, vous avez la concentration. Et vous voyez que dans ce travail-là, qui est, je rappelle, un modèle de souris, il y a des antibiotiques qui sont associés à une concentration importante. Donc la BLSE s'installe et persiste dans le temps. Et il s'agit de la clindamycine, un antibiotique qui a une activité anti-anaérobie. Il y en a d'autres où la concentration va augmenter, mais va finir par diminuer de façon rapide. C'est la céfuroxime, peu importe, on reviendra là-dessus. Et puis il y en a où il va y avoir une petite concentration et quelque chose d'autre, et ça va diminuer très très vite et on ne va plus rien voir. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, ben, finalement, qu'est-ce que je vais en faire en pratique? On reprend les mêmes auteurs et on regarde qu'est-ce qui se passe en pratique dans le tube digestif. Et voilà les différentes molécules, voilà les différents phyla bactériens, juste pour vous rappeler que Bacteroidetes, c'est essentiellement ce sont les bactéries anaérobies, donc nos protecteurs, on va dire. Les firmicutes, elles comportent les Clostridium plus entérocoques et streptocoques, et les protéobactéries, c'est les entérobactéries. Et vous voyez ici qu'il y a certains antibiotiques qui raréfient les bactéroïdétes, qui raréfient les firmicutes et qui permettent la multiplication des protéobactéries. Et donc ces antibiotiques-là, du fait de la disparition entre guillemets du phyla qui nous protège contre la survenue de l'infection et la prolifération d'agents d'espèces qui pourraient être potentiellement pathogènes, sont peut-être plus à risque écologique que d'autres. Et vous avez la même chose ici pour la dicloxacilline, qui est un antibiotique anti-gram positif. Très bien. Et donc, comment on le traduit en pratique? C'est difficile dans la mesure où il y a l'autre facteur qui rentre, qui est la biodisponibilité, c'est-à-dire le fait de retrouver ou pas l'antibiotique dans le tube digestif. Et là, 40 ans après la découverte de l'imipenem, certains se sont posé la question, que fait l'imipenem dans le tube digestif des patients porteurs de BLSE? C'est un travail de l'équipe d'Antoine Andremont, dans lequel ils ont regardé chez tous les patients recevant des carbapénem comment se comporte le microbiote de ces patients-là avant et après. Est-ce qu'il y a des conséquences? Et alors, la grosse surprise a été, et je vous ai pris ce malade-là, c'est que quand on compare le avant et l'après, les deux microbiotes se ressemblent totalement, comme s'ils n'avaient jamais vu, finalement, l'imipenem. Mais c'est vrai aussi pour d'autres. Regardez ici, le D02, le vert, le D0 et le D3, comme s'il se passait rien. Et la conclusion que je vous ai traduite en français est de dire, mais de façon très inattendue, on ne comprend pas, l'imipenem a très peu d'effets. En fait, ce que les auteurs ont oublié de dire, c'est que moins de 10% de l'imipenem se retrouve dans le tube digestif, puisque l'élimination est essentiellement rénale, et c'est des papiers de 82 qui avaient montré cela. Et donc, très très important, il n'y a pas que le spectre écologique, l'activité anti-anaérobie, mais il y a aussi ce qu'on va retrouver au niveau du tube digestif. Et un vieux papier de 2017 de l'équipe de Pamer, qui est un des grands de la microbiologie qui s'intéresse au microbiote, avait rappelé cela dans un papier où je vous ai mis juste le tableau ici pour dire, mais attention, il n'y a pas simplement le spectre, il y a aussi les modalités d'administration, et il prenait pour deux exemples le métronidazole et les cyclines, qui ne sont pas là. Alors le métronidazole, c'est un antibiotique qui a une activité anti-anaérobie majeure, mais qui est totalement réabsorbé dans le tube digestif, ce qui expliquerait les échecs de traitement pour Clostridium difficile, et que peut-être que le métronidazole n'a pas de conséquences écologiques comme on le pense, malgré son spectre. Et de la même façon, lorsqu'il raisonnait sur les cyclines, l'administration IV des cyclines versus l'administration par os, du fait de la quantité de cyclines qu'on peut retrouver au niveau du tube digestif, n'avait pas les mêmes effets, entre guillemets, écologiques. Bon, tout ça, est-ce que vous avez une preuve? Oui, il y a une preuve très récente, toujours l'équipe d'Antoine Andremont, avec Charles Burdet en premier. Et vous savez que pendant très longtemps, on vous a dit surtout n'utilisez pas la ceftriaxone, c'est une catastrophe parce qu'elle est à élimination biliaire, prenez de la céfotaxime parce que le céfotaxime est à élimination rénale. Et il y a eu plein d'études dans la littérature qui comparaient au niveau des hôpitaux ce qui se passait. Et donc Charles Burdet a repris des adultes sains et il a comparé 3 grammes de céfotaxime à 1 gramme de ceftriaxone, ce que nous faisons au quotidien. Et qu'est-ce qu'il met en évidence? Que ce soit en culturomique ou que ce soit en métagénomique, aucune différence significative entre céfotaxime et ceftriaxone.
Et alors là, tout le monde est assis, il dit mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh ben, le problème c'est que l'élimination biliaire de la céfotaxime est de 30%. L'élimination de la ceftriaxone, elle est, on va dire, de 100%. Eh ben, 3 fois 30%, ça fait 100%. Et donc, c'est la quantité totale qui est finalement le reflet, qui est responsable des effets écologiques. Maintenant, comment on le transpose dans notre pratique? Puisque notre pratique, ça va être essentiellement des personnes qui ont des infections urinaires récidivantes. Et vous avez un certain nombre de papiers dans la littérature qui ont essayé de comparer les molécules les plus fréquemment utilisées. Alors ici, vous avez une étude de nos collègues, je crois bien que ce sont nos collègues Harbach, c'est Genève, qui est multicentrique, dans lequel ils ont comparé des personnes qui recevaient pour infection urinaire de la ciprofloxacine, qui est matérialisée en bleu, et qui est des furanes que l'on utilise moins, avec pour objectif initial, c'est que les furanes diffusent moins bien dans le tube digestif que les fluoroquinolones. Et ils ont regardé deux choses, l'évolution des entérobactérales dans le tube digestif des patients recevant la ciprofloxacine et l'évolution dans le tube digestif de ces patients de la résistance à la ciprofloxacine d'un côté et de l'autre côté au furane. Et vous voyez qu'il y a une diminution significative des entérobactérales sensibles, une augmentation de la résistance à la ciprofloxacine, alors que pour les furanes, il ne se passe pas grand-chose. Et ils ont expliqué cela par les conséquences, entre guillemets, écologiques et la concentration au niveau du tube digestif. Mais bien plus intéressant aussi, ils ont regardé qu'est-ce qui se passait dans les familles. Et donc, dans les familles, ils ont comparé des patients qui sont contacts de patients colonisés avec une bactérie résistante à la ciprofloxacine à des patients colonisés qui sont contacts au contact de patients colonisés. Et vous voyez que dans les familles, quand vous êtes un contact de patients colonisés, votre risque d'acquisition d'une fluoroquinolone résistante est beaucoup plus importante que si vous n'avez pas de contact. Et donc la conclusion de ce papier était de dire attention, quand vous mettez de la ciprofloxacine, il y a des conséquences individuelles pour le patient, mais surtout aussi collectives pour la population. Très bien, mais il y a des papiers qui contredisent tout cela. Alors je vous rappelle peut-être pour ceux qui savent ce papier prospectif de cohorte, dans lequel ils ont comparé le traitement antibiotique 7 jours pour une bactérémie ABG- versus 14 jours. Et ils ont pris, dans la cohorte nichée, ils ont pris une cohorte, je crois bien, de 45 patients qu'ils ont essayé de comparer à des contrôles. Et ce qu'ils ont regardé, ce que je vous montre ici, c'est entre guillemets le résistome, c'est-à-dire la quantité de gènes résistants dans le microbiote, et vous voyez que ce soit 7 jours ou 14 jours, il n'y a aucune différence significative, et notamment par rapport aussi au contrôle. Et ce qui est très très frappant, et ce papier, qui est un papier publié aussi par les équipes de Genève, suggérerait que finalement, entre 7 jours et 14 jours, il ne se passe rien de particulier. Et il y a un papier plus récent de la littérature qui est une étude randomisée dans lequel on a regardé une cohorte de patients traités par antibiotiques, alors plusieurs classes antibiotiques, on pourra en rediscuter aussi, avec, dans le premier groupe, on guide la durée de l'antibiothérapie en fonction de la procalcitonine. Dans le deuxième groupe, on fait un standard of care. En moyenne, ils ont eu 5 jours d'antibiotiques et cela 7 jours. Et on regarde à J7 et à J28, qu'est-ce qui se passe au niveau du microbiote du tube digestif. Alors le score de Shannon, c'est quoi? C'est la diversité microbienne. Et donc il y a effectivement une petite différence entre guillemets, à 7 jours, il y a une différence en termes de diversité avec une petite diminution dans le groupe ayant reçu 7 jours comparativement au groupe ayant reçu 5 jours. Mais à 28 jours, nada, tout redevient strictement normal. Ce qui est très perturbant, et là je vous montre la quantification. Alors je reviens aux fluoroquinolones parce que personne ne veut des fluoroquinolones, c'est quasiment interdit. Moi j'ai fait tout mon internat, mon clinica et mon post-clinica avec interdiction absolue d'utiliser les fluoroquinolones. Et ce papier-là, qui est un papier aussi de l'équipe de Genève, qui est une étude multicentrique, dans laquelle ils ont comparé, ils ont regardé l'évolution du microbiote digestif au microbiote oropharyngé chez les patients recevant moins de 7 jours versus les patients recevant plus de 7 jours.
Vous avez ici la diversité. Alors, l'oropharyngée, il se passe rien. Lorsque vous regardez la diversité, vous avez effectivement au 7e jour ici, donc une diminution de la diversité en général. Quand vous regardez la résistance au fluoroquinolone, vous avez effectivement une augmentation de la résistance au fluoroquinolone beaucoup plus importante au 7e jour par rapport au 14e jour par rapport à, plus de 7 jours par rapport à moins de 7 jours. Mais en fait, à la fin, la résistance reste strictement identique entre les deux. Et si vous regardez les gènes de résistance, par contre, c'est-à-dire là, c'est la résistance au fluoroquinolone, si vous regardez les gènes de résistance, il y a une augmentation des gènes de résistance dans le groupe plus de 7 jours, mais qui est lié à des résistances autres que la résistance au fluoroquinolone. Il y a le chloramphénicol, les cyclines, et peu importe. Tout ça pour vous dire que ça commence à être un petit peu compliqué et qu'on comprend pas très bien pour ce qui se passe sur le microbiote. Et là, quand vous regardez l'autre versant, est-ce que c'est intéressant l'antibiothérapie itérative? Vous avez évidemment le travail d'Aurélien qui vient à l'issue d'autres travaux observationnels de la même équipe, dans lequel Aurélien, sur une petite étude randomisée, 45 patients ouverts, a évalué l'antibiothérapie cyclique à l'absence d'antibiothérapie chez les patients qui ont des infections urinaires récidivantes. Pas l'absence à l'antibiothérapie de courte durée. Et vous avez 21 patients dans les deux groupes. Et dans le travail d'Aurélien, il a montré que finalement vous aviez moins d'infections urinaires fébriles, en termes d'hospitalisation, ça ne changeait pas grand-chose, mais en termes d'antibiothérapie et de journées d'antibiothérapie, une différence entre les deux groupes. Et dans ce travail-là, je vous montre les différences entre traitement itératif versus traitement ponctuel. Pas de différence en termes de résistance, quel que soit l'antibiotique utilisé. Et le papier de Aurélien était de dire, finalement, c'est pas trop grave, on peut faire de l'itératif pour tout le monde. Oui, mais un papier tout récent de la littérature, vous voyez, publié dans le BMJ, a repris une cohorte de femmes traitées par infection urinaire récidivante avec deux profils. Un premier, j'utilise de façon quotidienne l'antibiothérapie, un deuxième de façon occasionnelle. Et donc, ils les ont suivis pendant 100 mois, et non pas, parce que Aurélien, c'était relativement court. Et vous voyez que la cohorte est une cohorte extrêmement importante, dans laquelle il y a 3000 patients dans un groupe, 33 000 patients, et ils ont ajusté finalement sur un score de proportion pour savoir si les patientes qui recevaient une antibiothérapie au long cours, comparativement aux patientes qui recevaient une antibiothérapie occasionnelle, est-ce qu'il y avait des différences particulières? Et voilà ce qui est très surprenant, alors qu'ils ont pris un score de propension, il y a une différence significative, alors que ce soit en termes d'infection de Covid, c'était la période, mais en termes de pyélonéphrite, de septicémie, d'infection à influenza, de pneumonie, et une différence qui reste significative dans la majeure partie des groupes, et qu'ils expliquent, eux, par les modifications du microbiote, notamment en ce qui concerne le Covid-19. On pourra en discuter. Très surprenant, suggérant que l'antibiothérapie au long cours a des conséquences, entre guillemets, néfastes pour la population. Et pour finir, la question qu'on pourrait se poser, mais finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau des bactéries? Et alors, tenez-vous bien, c'est vachement intéressant. Quand vous regardez le côté microbio, je ne suis pas microbiologiste, vous tombez sur des choses fabuleuses. Eh bien, sachez qu'il y a plein d'études in vitro sur Pseudomonas aeruginosa, Staphylocoque doré et Escherichia coli qui ont regardé ce que faisait l'antibiothérapie itérative, mais des antibiothérapies itératives de courte durée, c'est-à-dire quelques heures. Je mets du mésilinam et derrière, je mets une fluoroquinolone, ou je mets éventuellement du Fortum et derrière, je mets une fluoroquinolone et je regarde comment se comporte l'espèce. Et quand on regarde, et malgré la résistance, lorsque vous faites du séquentiel, vous avez une activité bactéricide qui est meilleure, vous avez une diminution de l'émergence de résistance et vous avez une clairance des bactéries qui est beaucoup plus rapide avec une diminution de la survie des bactéries. Et dans certains papiers sur les infections urinaires, vous avez un shift des clones, entre guillemets, dits virulents vers des clones moins virulents. Alors je mets 3 points de suspension autour parce que la différence, c'est que ce sont des traitements antibiotiques séquentiels de très courte durée, ce qui n'est pas le cas de notre pratique. Voilà, pour finir, tous les antibiotiques ont un effet écologique. C'est très difficile, à mon sens, de hiérarchiser le risque en fonction des classes. Je crois que le caractère itératif est certainement nocif, mais dans certains cas pourrait aider. Et je pense que ceux qui font des infections urinaires récidivantes sont parfois frappés par les espèces et la résistance qu'on voit. Parfois, c'est
toujours sensible et vous poser des questions. Et comme dirait mon maître Jacques Fouad à Dakar, la seule vraie question qui reste posée, c'est de définir le bon antibiotique pour le bon patient. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Ralph, mais alors là tu m'as vraiment perdu. Parce que moi je croyais que c'était vachement important de réduire la durée d'exposition aux antibiotiques et que c'était vraiment un des leviers pour faire mieux en matière de résistance. Et là je crois avoir compris qu'en fait on s'en fichait totalement. Non. Donc là j'ai rien compris. Non, on s'en fiche pas totalement. Tu penses bien. Je pense qu'il faut modérer. Non. Alors, d'abord, si tu veux prendre la résistance, sur la résistance, oui, on s'en fout totalement. Je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, tes prescriptions antibiotiques ne représentent que 6% des prescriptions antibiotiques entre guillemets humaines, et le reste, c'est animal, c'est communautaire. Et si tu regardes la consommation humaine par rapport à la consommation animale, là aussi les différences sont énormes. Donc ne pensez pas qu'en gérant le pauvre patient à l'hôpital, entre guillemets, pauvre entre guillemets, excusez-moi, ne pensez pas que c'est là qu'on va lutter contre la résistance. Et je ne parle pas de la platisphère, je ne parle pas des biocides, je ne parle pas des migrations, de la guerre, de machin, des densités de population, je laisse de côté. Donc ça c'est pour répondre à la première partie. Après la deuxième partie, oui, il faut réduire les durées. Mais pourquoi il faut réduire les durées? Parce que de toutes les façons, moins, ça fait aussi bien que plus, sur le plan individuel. C'est-à-dire que si tu regardes 7 jours de traitement pour une bactériémie versus 14 jours, à part le staphylocoque doré, ça ne change plus rien. Il est là dans la salle, mais il se cache, il voulait pas le faire à ma place, le topo. Mais même chose pour les pneumonies. De pneumonie, on sait depuis 1982 que 3 jours pour un pneumocoque, ça marche très bien. El Moussaoui, BMJ, 1992, pardon. Ah bah 62, j'y étais pas encore. Et donc je pense que c'est... Alors non, il faut continuer à le faire. Mais par contre, aller expliquer que certaines molécules sont plus à risque que d'autres, la réponse est, je crois qu'on se trompe. Alors je vais juste vous dire quelque chose. Je vous ai montré les furanes, mais je ne pouvais pas vous faire plus que ça. Vous m'avez donné 20 minutes, il me faut 6 heures, moi. Et donc je vous ai montré les furanes. Donc les furanes, dans le papier de Harvard, c'est super bien. Donc il y a moins de résistance parce que ça diffuse moins dans le tube digestif. Le coût énergétique de la résistance aux furanes n'est pas le même coût énergétique que pour les fluoroquinolones. Donc la bactérie, elle va finir par s'en débarrasser. Oui, mais un travail très récent de Laurent Poirel dans le monde animal a montré que sur les transferts de plasmides, les furanes font autant que la ciprofloxacine et autant que les phénicolés. Et donc la problématique, il faudrait aller dézoomer et se poser la question en fonction des espèces qui circulent, finalement. Et c'est pour ça que, bon, malheureusement, il nous a quittés à cause de ce foutu Covid, mais quand j'ai discuté avec M. Accard, la question c'est comment définissons les patients qui ont besoin de ces antibiothérapies itératives. Dans ton cas, c'est ces fameuses infections à répétition, à Pseudomonas aeruginosa. Comment je fais pour éviter le prochain épisode? Et dans le cas d'Aurélien, c'est finalement ces infections sur vessie neurologique. Comment je fais pour, entre guillemets, éviter d'un côté la résistance et les récidives? Et ça, ce travail-là est beaucoup plus important à mon avis, et on arrivera plus rapidement à une réponse que d'aller comprendre si l'imipenem ou le meropenem ont plus d'effets. Là, tout à l'heure, excusez-moi, je me suis absenté, mais je faisais le staff avec les Marseillais, et qui me posaient la question, est-ce que je mets plutôt de l'ertapenem que du meropenem? Faut arrêter quand même, je pense pas que ce soit la question. Je suis désolé, hein, mais je veux bien venir te faire le staff sur la résistance. C'est pas une question, c'est juste, vous me confirmez ou pas. Oui. Dans la culture populaire, on dit quand on prend des antibiotiques, il faut toujours manger des fibres, moindre de sucre et l'alcool, pas d'alcool. Est-ce que c'est d'actualité? Alors, écoutez, vous pouvez pas dire à un hygiéniste pas d'alcool. Moi, je crois qu'à l'alcool. Voilà. C'est parce que frictionnez-vous les mains. Bon. Après, je pense que c'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser. Juste, il y a de cela le fameux régime crétois. Les gens se posent la question du régime crétois, qui fait que les gens en Bulgarie vivent 100 ans. C'est lié probablement au fait que certains filabactériens sont protégés. Alors Aurélien et les infectiologues le savent mieux que moi, mais la femme âgée qui fait des infections urinaires à répétition, c'est une histoire de, entre guillemets, lactobacille qui a disparu. Et la question c'est comment on fait pour que lactobacille revienne. Et donc moi je crois énormément à ça, mais pour être honnête, est-ce qu'il y a des données qui vont dans ce sens-là?
Non, je peux juste vous donner quelque chose. C'est que quand vous regardez les populations des patients qui acquièrent des BLSE, donc des bactéries résistantes à l'hôpital, et que vous regardez parmi les traitements qui sont associés à l'émergence de résistance, vous avez les morphiniques. Et l'explication, c'est le ralentissement du transit. Et ce que l'on sait, c'est que quand vous arrêtez de mastiquer, vous changez déjà votre microbiote, ce qui explique que certains patients de réanimation, alors qu'ils n'ont pas d'antibiotiques, ils n'ont rien, ont déjà un microbiote altéré. Mais bon, ça devient très complexe. Et globalement, un patient qui est traité pour une pneumonie grave en réanimation, il est rare qu'il consomme de l'alcool. Donc c'est peut-être la base de la croyance. Oh, ça vous est arrivé de mettre du champagne le 31 décembre dans une sonde gastrique, hein? On a tous vécu ce genre de choses, effectivement. Bien, merci beaucoup.